Sur le front, en partenariat avec le Parisien Mater. Bonsoir et bienvenue sur le front. Est-ce que vous savez comment sont arrivés chez vous la plupart des objets qui vous entourent ou les vêtements que vous portez? Eh bien, je vais vous montrer. On embarque avec l'armée qui va surveiller depuis les airs une autoroute bien particulière. Ok, rien là. On est paré derrière. Lâche les freins à 8h05. Nous allons survoler la Manche. Les cargos y sont tellement nombreux que le trafic a dû être organisé. Tous les bateaux dans la même direction doivent emprunter une route maritime bien délimitée. Ils s'y engagent les uns derrière les autres, à la queue leu-leu. Et c'est la Marine nationale qui surveille ce détroit, l'un des plus fréquentés au monde. Ouais, tu passes sur l'arrière du porte-conteneur. On voit beaucoup de porte-containers là. Il y a des risques, les bâtiments de commerce sont de plus en plus grands. Il y a des risques de perte de containers à la mer. L'avion descend vraiment très proche de l'eau, très proche des navires pour vérifier que tout soit en règle, notamment qu'il n'y ait pas de pollution, de rejet et que les containers soient bien accrochés. Nous volons à 500 km/h. Les militaires utilisent un appareil photo pour vérifier l'état des navires et l'empilement des conteneurs. Sur photo à gauche. Photo dans 3, 2, unité. Top à gauche. Roger. Là, il y a un pétrolier. Là-bas, il y a un porte-container. Ils se suivent vraiment. C'est impressionnant. Là, on voit la densité du trafic, c'est ça? Exactement. C'est une vraie autoroute, là. Exactement, on peut parler d'autoroute. On a l'impression que les cargos, c'est un monde lointain, alors qu'ils peuvent avoir un impact très concret sur nos plages, où l'on retrouve les marchandises tombées à l'eau. Ici, il y a toujours énormément de déchets qui s'échouent. C'est vraiment typiquement un déchet qui arrive par container. Dans nos ports, nous allons suivre des combattantes qui réclament un air pur. Le droit de respirer est un droit fondamental. Le monde idéal, on fait sauter tous les bateaux. C'est le plus sale des carburants qui existent. Les ports s'agrandissent, les porte-conteneurs deviennent démesurés, pour aller toujours plus vite, toujours moins cher. Quand on achète une paire de baskets, le transport par bateau depuis l'Asie, c'est moins de 4% du prix. Mais les armateurs transportent tellement de marchandises qu'ils croulent sous les profits. En 2022, le français CMA-CGM, Le voilà. C'est celui-là, non? a fait plus de bénéfices que Total. Ils ont fait des profits astronomiques en quelques années. Ils pourraient donner la voie pour quand même la transition énergétique, écologique dans le transport maritime. On voit bien que c'est pas le cas en fait. Nous partons découvrir un monde très secret. On sent quand on marche, hein. Ça peut s'effondrer à tout moment, là. Bah tu vois ce bateau, il y a de la rouille qui pisse partout. On rencontre encore des cargos poubelles en France. Comment est-ce possible? Où finissent les navires en fin de vie? Et pourrait-on changer ce monde? Révolutionner la marine marchande, transporter en limitant la pollution. C'est un vrai pas en avant dans la marine de commerce. Et donc il est vraiment temps qu'on se réveille. La pollution causée par ces porte-conteneurs, on peut l'observer à la pointe de la Bretagne. Bravo les filles. Bravo. Cette avocate en a fait son combat. Elle met toute son énergie à sensibiliser sur les pollutions maritimes. Ah ouais, il y en a quand même un paquet, là. Donc là on a du plastique, là on a du plastique, là on a du plastique. Avec quoi on les transporte tous ces objets en plastique? Dans des bateaux.
Les bateaux, oui, qui dit ça. Et quoi dans les bateaux? Les containers, les fameux containers. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté juridique de lutter contre la pollution des mers. Mes activités d'avocate, ça me permet d'ouvrir une réflexion sur la possibilité de défendre la nature en elle-même. Typiquement, la tongue, c'est un déchet de container. C'est-à-dire qu'il y a des hivers où on trouve des milliers de tongs, toutes identiques. Les bateaux sont de plus en plus gros et donc effectivement, l'accident de perte de container est de plus en plus fréquent. On peut refuser de consommer des biens qui ont eu besoin de traverser la planète sur des containers. Je m'appelle Claire Simonin et je lutte contre la pollution maritime à la Pointe-Bretonne. Pour prendre conscience de l'ampleur de ce problème, Claire veut nous parler d'un objet en particulier, qu'on retrouve régulièrement depuis les années 80. Un symbole, échappé d'un conteneur perdu, qu'elle veut faire connaître au plus grand nombre. Alors voilà, là on est devant une caisse qui représente à peu près 1 an de collecte de téléphones Garfield par les membres de l'association. Non mais c'est dingue. Ouais. Ça paraît surréaliste. Ça, c'est ce qu'on a trouvé à proximité de la grotte, encore tout plein de son électronique. D'accord. C'est là où ça sentait vraiment très fort, les trucs en décomposition. Et enfin, il y avait les yeux qui clignaient. Vu comme ça peut prêter à sourire de trouver des téléphones Garfield sur les plages en Bretagne. Mais quelles conséquences ça a pour l'environnement? Eh bien, tout simplement, ce matériau qui est issu de l'industrie pétrochimique, il diffuse des molécules, des matières plastiques dans l'océan. Donc derrière son visage rigolo, en fait, c'est des microparticules qui contaminent l'environnement marin. Exactement. C'est une pollution qui dure depuis plus de 40 ans. Oui. Un container. Un container. Pour trouver la trace de ce fameux conteneur, la source de cette pollution, il faut se rendre au cœur d'une nature paradisiaque, sauvage. Ça va être peut-être un poil haut, hein, pour passer là. C'est dans ces eaux turquoises, habitées par des dauphins et des phoques, que les téléphones Garfield sont apparus, il y a près de 40 ans. Ouais, hein, c'est superbe. Claire nous conduit dans un dédale de rochers glissants. Le conteneur serait ici, dans ce lieu très difficile d'accès, qu'elle a cherché pendant des années. Ah, il y a un morceau de téléphone Garfield. Bon, il est un peu pris dans la masse. Il a une coloration très particulière, ce orange de Garfield. Des indices qui mènent jusqu'à une grotte mystérieuse, invisible depuis le bord de la falaise. Donc là, on est dans la grotte. Faut pas être claustrophobe, hein. Et donc tout au fond de la grotte, on a des morceaux du container qui sont encastrés. C'est un morceau de container, donc ça pèse un poids considérable, impossible de le faire même bouger. On sait que l'infraction continue, puisque la pollution continue, mais on ne sait pas qui en est responsable. C'est-à-dire on est victime de pollution, et puis finalement, il faut subir sans pouvoir rien faire. Entre 10 et 15 000 conteneurs passent par-dessus bord chaque année dans le monde, selon le Centre français d'études de la pollution. Pourquoi ces chutes sont-elles de plus en plus fréquentes? Pour comprendre, nous allons voir comment sont chargés ces géants des mers, qui peuvent transporter plus de 20 000 boîtes métalliques par voyage. Direction les Pays-Bas, la principale porte d'entrée des marchandises en Europe. Là, on est entré dans le terminal. Là, on va passer sous les grues. La taille qu'elles font. Bienvenue au port de Rotterdam, plus grand que la ville de Paris. Nous allons visiter le terminal de Maersk, le géant danois, leader mondial du secteur, qui transporte un conteneur sur 5 dans le monde. Ah ouais, c'est immense. Ça fait combien de mètres de haut là? On se rend pas compte. 7 grands containers, ça fait 50 mètres de haut. C'est vraiment
Une barre d'immeuble, quoi. 15 millions de conteneurs transitent chaque année par Rotterdam, c'est-à-dire 40 000 par jour, ou encore 1 toutes les 2 secondes. Oula! Ah, on est super haut! Faut pas avoir le vertige là, hein? Ah, c'est impressionnant. Wow! Oh, le nombre de containers! Ils sont fixés comment, les containers, au bateau? Ils sont fixés entre eux par des verrous sur les angles de chaque container. Il n'y a jamais de container qui tombe à l'eau? Ah, quand il y a du mauvais temps, ça peut arriver. Vous savez, la nature, elle fait ce qu'elle veut. Il y a de plus en plus de chutes, parce que les bateaux sont de plus en plus grands. Ils transportent 5 fois plus de conteneurs que dans les années 80. Et si les conséquences écologiques d'un seul conteneur perdu en mer sont énormes, l'impact économique, lui, est dérisoire pour les armateurs. Une goutte d'eau, absorbée par les millions de boîtes qui transitent chaque année. Qu'est-ce que c'est que ça? On appelle ça des AGV, des véhicules à guidage automatique. C'est complètement dingue. Il n'y a personne qui travaille, il n'y a pas un humain à l'intérieur. Non. Les camions automatiques, ils vont pas faire grève. Non. Pas de chauffeur, pas de problème. Exactement. La vitesse à laquelle ça va, c'est une chorégraphie millimétrée, quoi. À la seconde près, c'est dingue. Le conteneur, c'est une invention récente. En 1956, un patron américain à la tête d'une société de poids lourds voulait éviter les bouchons. Il a donc mis tout un chargement de bière, ça ne s'invente pas, sur un bateau entre New York et Houston. Succès immédiat. 1966, première traversée entre les États-Unis et l'Europe. Et depuis, le développement des conteneurs est exponentiel. C'est devenu l'instrument de base de la mondialisation, de la production en flux tendu. En 2021, 11 milliards de tonnes ont été transportées par bateau, c'est-à-dire 1,5 tonne par habitant de la planète. Ce terminal de Rotterdam fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut moins de 2 minutes pour prendre un conteneur sur un camion et le déposer dans un bateau. Ah, c'est comme un Tetris, en fait. Oui. Oui, c'est ça. Donc le canapé que j'ai commandé il y a 2 semaines, il est peut-être là-dedans. Oui, c'est possible. Il faut 14 jours pour arriver d'Égypte jusqu'ici. Ok. C'est impressionnant. Pour tenir de telles cadences, ces immenses porte-conteneurs naviguent par tous les temps et prennent parfois des risques pour arriver dans les délais, au lieu de ralentir ou de changer leur route en cas de mauvais temps. C'est ce que dénonce Claire Simonin. Vous avez vu, il y a des trucs absolument sous chaque roche. T'as le pied de biche, Gwendal? Ouais, on l'a. Les armateurs ne déclarent pas toujours les conteneurs perdus, pour ne pas avoir à financer les opérations de nettoyage. C'est une pollution secrète, d'une certaine manière. Enfin, secrète jusqu'à ce que les déchets arrivent sur les côtes et que des gens comme nous disent « mais halte là, que se passe-t-il » L'année dernière, des habitants de Bretagne et de l'île de Guernesey ont ramassé des brosses à dents par centaines. Des brosses à dents Lidl, mais aussi des produits démaquillants et des désodorisants d'intérieur. Toujours d'une marque vendue par Lidl, qui a reconnu qu'un conteneur est tombé d'un cargo lors d'une traversée exceptionnellement agitée. Cela arrive régulièrement. En 2018, on retrouvait des chaussures de sport partout en Bretagne et des seringues médicales en plastique tout le long du littoral atlantique. L'année dernière, un cargo rempli de voitures de luxe prend feu au large des Açores. Impossible à remorquer. Il coule avec la précieuse cargaison. Aujourd'hui, des Bentley neuves à 300 000 € pièce reposent au fond de l'océan. Et la pollution la plus problématique
C'est celle qui s'est produite en 2021 au Sri Lanka, avec un bateau qui transportait à la fois des matières dangereuses et surtout 30 containers de ces abominables larmes de sirène, c'est-à-dire des granulés de microplastique. Et donc là, on est typiquement sur des pollutions qui sont quasiment impossibles à nettoyer et qui font des ravages. Les poissons les mangent, les tortues les mangent, les oiseaux les mangent. Tout le monde croit avoir affaire à des petits œufs. Et en fait, non, c'est vraiment une pollution terrible. Des conteneurs qu'on retrouve sur toutes les plages du globe. Ceux qui restent égarés en mer peuvent flotter quelques jours ou quelques semaines avant de couler. Rencontrer un conteneur sur sa trajectoire, c'est la hantise des navigateurs. À quelques jours de s'élancer sur la route du Rhum, nous retrouvons le skipper Marc Guillemot. Il a déjà fait de mauvaises rencontres, à haute vitesse, avec des objets flottants non identifiés. On va virer ? Des obstacles, cachés au creux des vagues. On le voit pas, c'est entre deux eaux. C'est comme un mur dans lequel on rentre dedans. Donc ça peut faire d'énormes dégâts. Quand on voit le trafic maritime qui n'arrête pas de croître, on se dit que les conteneurs ils vont continuer à tomber à la mer. Et donc il est vraiment temps qu'on se réveille et qu'on fasse des systèmes qui permettent de localiser tout ça. Cette solution, elle existe déjà. Une balise fixée directement sur les conteneurs, qui permet de savoir quand ils tombent, où ils tombent et s'ils flottent encore. Un système GPS révolutionnaire. C'est l'idée de cet entrepreneur breton. Il va présenter son invention à Claire Simonin. Donc Claire, on va l'installer sur la porte du conteneur, donc à cet emplacement. Donc là, il est aimanté. Le dispositif va pouvoir servir en fait de retrouver les conteneurs qui sont perdus en mer. Donc bien entendu, j'imagine que vous allez cibler au moins dans un premier temps certains containers. La priorité, je pense, c'est aller sur les conteneurs en fait, où il y a la matière dangereuse, toxique et autres. Donc ça représente 6 millions de conteneurs qui sont en circulation. Et ces conteneurs, les plus dangereux, sont aussi ceux qui sont les plus susceptibles de tomber. Dans la marine marchande, on charge tout en haut les matières toxiques ou inflammables pour éviter d'endommager le reste de la cargaison en cas de problème. Le chariot va arriver, il va récupérer le conteneur de façon à pouvoir l'embarquer en fait sur le porte-conteneur. D'accord. Voilà. La technologie fonctionne, elle est disponible. Il faudrait maintenant une réglementation mondiale pour obliger les armateurs à s'équiper et à aller chercher les conteneurs tombés à la mer. Avec un moyen technique comme celui-là, c'est un levier extraordinaire pour dire maintenant la loi peut changer. Moi, j'ai bon espoir qu'un jour, on réussisse à faire une sorte de police de la pollution des mers, comme on peut faire une police de la pollution de l'air aujourd'hui, et qu'on aille chercher véritablement les responsables et les faire payer. Il n'y a pas que les conteneurs qui polluent les océans. Il y a aussi des bateaux entiers, les cargos poubelles. En France, un homme les traque depuis longtemps. Il nous emmène sur le port de Brest pour découvrir, au bout du quai, un navire qui vient d'être remorqué. Il était à la dérive, tombé en panne, au large de la Bretagne. On voit que c'est un bateau qui n'a pas été entretenu depuis longtemps. On voit bien il y a de la rouille qui pisse partout. C'est un bateau mal entretenu. Quand on interroge les gens du port sur l'état de ce navire, on peut quand même pas dire qu'il soit très bavard. Ouais. Les marins à bord sont originaires d'Europe de l'Est. Le bateau, lui, est immatriculé aux îles Marshall, un pavillon de complaisance. C'est tout à fait légal et c'est ce que Jean-Paul dénonce. À la marine, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Il y a des années en fait où je naviguais 340 jours par an. En bas ici, là c'est moi à la cuisine sur l'abeille Flandre. C'est un navire qui fait du sauvetage en mer. Nous avons sauvé un grand nombre de marins, des milliers de marins sûrement. J'ai voulu m'engager parce qu'en fait, je viens d'une famille de résistants. Ça, c'est une opération qu'on avait menée à Brest, une opération commando. Et ce bateau, on l'a occupé parce qu'on ne voulait pas qu'il parte. Le danger de ces cargos en mauvais état, c'est qu'ils sombrent, qu'ils polluent, mais aussi que les marins y laissent leur vie. Je suis Jean-Paul Elquin, je me bats pour le bien-être des marins du monde et je lutte contre les bateaux poubelles. Il cherche à obtenir des informations sur un cargo en particulier, qui a attiré son attention. Le bateau Honda, on voit bien que c'est un bateau qui a un parcours un peu particulier, un navire qui change plusieurs fois de pavillon, donc il change plusieurs fois de nationalité, il change de nom sans arrêt. En fait, on ne sait plus qui est l'armateur ou le propriétaire de ce navire. Ce cargo,
Le voilà, ici à la sortie du port d'Anvers, en Belgique. Il rejoint la Manche. À cette époque, il s'appelait Elisabeth Boy et il avait un drapeau du Danemark. Depuis, il a changé plusieurs fois de propriétaire et de nom. Kuki Boy, puis Trader et enfin Honda, sous un nouveau drapeau, un pavillon de complaisance, celui du Togo. Les affaires maritimes se souviennent de ce navire. Ils l'ont inspecté il y a quelques années à La Rochelle et ont relevé 29 déficiences. Il a dû être immobilisé pendant 2 semaines. C'est le parcours, j'ai envie de dire, normal d'un navire poubelle. Ça, c'est l'image la pire, quoi. Et c'était en 2013. Donc le bateau, il a 10 ans de plus. C'est devenu un bateau fantôme. Il n'aurait plus de pavillon, donc plus le droit de naviguer. Pourtant, Jean-Paul parvient à retrouver sa trace. Là, le bateau, il est à... Ouais, il est en rade de Dakar, en fait, le bateau. C'est mieux d'aller sur place pour voir vraiment ce qui s'y passe et d'avoir le témoignage des marins, si les marins osent parler, parce que c'est très difficile de trouver des marins qui parlent. Nous allons malgré tout tenter de les retrouver. Au Sénégal, dans l'un des plus gros ports d'Afrique de l'Ouest. Nous allons slalomer entre les pirogues colorées des pêcheurs et les énormes porte-conteneurs. On est au large de Dakar, sur la trace du Honda. On pense qu'il est là quelque part parmi tous ces navires. On va essayer de trouver ce cargo poubelle. Dans la rade de Dakar, il y a des dizaines de cargos qui attendent leur tour pour accéder au port et décharger leur cargaison. Là, ils se ressemblent un peu tous, mais ça pourrait être celui-ci, là. Faut qu'on s'approche encore un peu pour voir le nom et être sûr. Ça y ressemble. Ah, c'est ça. C'est celui-là. Honda. On voit bien le nom. Et le nom précédent qui a été effacé. Elisabeth Boy. Ah, mais l'état du bateau, c'est hallucinant, quoi. Il est tout cabossé, l'avant du navire, là. Il a dû avoir une collision. La coque, elle part en miettes. On se demande comment il n'y a pas encore des trous dedans. On a l'impression que c'est déjà une épave. Je vois personne dessus, là. Y a quelqu'un ? Bonjour. Les marins nous invitent à monter à bord. Un peu galère la manœuvre là, en pleine mer. Bonjour. Bienvenue à bord. Merci. Comment vous appelez ? Patrick. Patrick ? Ok. Bonjour, Hugo, enchanté. Jean-Marie. Bonjour, commandant. How are you ? Comment ça va ? Bien ? Là, on est sur la passerelle. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? On a dû jeter l'ancre parce que le moteur est tombé en panne. Et ça fait 9 mois qu'on est bloqué ici. Tout le matériel est cassé. Tout est cassé là ? Ouais, tout. On n'a même plus de lumière. Mais donc la nuit, s'il y a des bateaux qui passent à côté, ils peuvent vous rentrer dedans. On n'a rien, juste cette lampe torche. Donc c'est comme ça que vous signalez votre présence aux autres bateaux ? Oui, je dois rester sur le pont toute la nuit. Et dès que je vois un bateau qui s'approche de Dakar, je sors ma lampe. C'est très dangereux. Il nous explique qu'ils ne sont plus payés depuis des mois et que l'armateur refuse de faire les réparations. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le canot de sauvetage ? C'est ça, le canot de sauvetage. Ah oui, d'accord. Si le bateau coule, vous coulez avec ? Ouais. Ça tombe en ruine sous nos pieds, là. Dès qu'on marche, on sent que ça s'arrache. Et ça peut pas couler, là ? Ah si. Et vous n'avez pas vu la cale. C'est très dangereux. Can we go On peut aller voir ? Oui.
peut venir? Il y a de l'eau là, capitaine. Sur les murs, on peut lire Saint-Barthélemy, Saint-Martin, des îles françaises des Antilles. Des traces d'anciens voyages de ce cargo, qui transportait aussi bien des produits alimentaires que des matières premières ou des voitures. Il y a écrit la sécurité d'abord. Ouais, c'est ça leur sécurité. C'est ça la sécurité. Pas de sécurité du tout. Aucune sécurité. Ça arrive souvent, ce genre de choses, cette façon de gérer les navires? Mais c'est une mafia. On n'est pas payé, on ne nous nourrit pas, on nous envoie personne pour réparer le bateau. On n'a rien du tout. Le propriétaire du navire est libanais. Et sa société, qu'il a basée au Honduras, est une coquille vide. L'entreprise est injoignable. Le Honda n'a plus de pavillon. On n'aperçoit plus que les restes d'un vieux drapeau. C'est le drapeau du Guyana, mais il est vieux. Je crois qu'on n'a même plus de pavillon aujourd'hui. Vous savez même pas sous quel pavillon vous êtes aujourd'hui? Non, on n'en a pas. Il n'y en a pas. En fait, c'est un bateau fantôme ici. Yes. Si le capitaine quitte le navire, il ne sera jamais payé. C'est pour ça qu'il reste, coûte que coûte, pour forcer le propriétaire à lui verser son salaire. C'est un mordu. C'est le radeau de la Méduse, quoi. Le chef mécanicien est syrien. Le cuisinier et les marins, camerounais. Ils attendent tous leur paye pour rentrer chez eux. Nous sommes abandonnés. Ce n'est pas une impression. C'est pas un cas isolé? Non, c'est pas un cas isolé. Ça arrive tous les temps. Tous les temps. Il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. Je vois pas comment il flotte, quoi, s'il y a pire que ça. Parce que là, il y a pire que ça. Ah ouais. Vous savez même pas sous quel pavillon vous êtes aujourd'hui? Oh là 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 là, quelle catastrophe. C'est le navire de tous les dangers. Voilà, tous les dangers pour les marins, mais tous les dangers et également pour l'environnement. Et surtout, moi, je suis triste de la situation de ces marins. Des marins sans statut, des marins abandonnés. C'est honteux, c'est honteux. Non, je suis triste, voilà. Ouais, c'est un bateau qui peut partir qu'à la poubelle. Ce navire devrait être déconstruit dans un chantier spécialisé. Faire cette opération en respectant les réglementations, ça coûte très cher, car ces vieux cargos sont remplis de déchets toxiques. Un navire, c'est de l'acier, et les navires qui ont 30 ou 40 ans, c'est des navires qui sont construits avec un très bon acier. Donc c'est un acier qui a une valeur. Mais c'est aussi des navires qui ont beaucoup d'amiante, qui ont beaucoup de produits polluants, d'où l'intérêt pour l'armateur de l'envoyer à faire déconstruire dans les chantiers où il n'y a aucune norme sociale ni aucune norme environnementale, ou pour que lui, il essaie de le vendre le plus cher possible à de pauvres gens. L'un des plus grands cimetières de bateaux se trouve à l'autre bout de la planète, au Bangladesh. Les navires sous pavillon européen n'ont pas le droit d'être envoyés ici. C'est ce que nous allons vérifier sur place, à Chittagong, le plus grand port du pays. On trouve de tout sur le marché. Voici les produits locaux. Des cuves géantes de cargo, des balustrades utilisées sur le pont des bateaux. Ici, tout se récupère, même les radeaux de sauvetage. Un bazar géant. Et voilà la plage, avec ses bateaux poubelles, à perte de vue. Impossible de visiter ces chantiers de déconstruction. Ils ont tous refusé de nous recevoir. Seul un pêcheur local a accepté de nous emmener pour dénoncer les ravages de ce business. Dans ces eaux peu profondes, nous découvrons des bateaux éventrés, découpés directement dans la mer, sur des dizaines de kilomètres. C'est ici que les bateaux se cachent pour mourir.
Ils ne veulent pas que vous filmiez les chantiers. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Si depuis l'Europe vous saviez comment ça se passe ici, vous arrêteriez de nous envoyer vos bateaux. C'est pour ça que je n'ai pas le droit d'amener des journalistes. Les produits dangereux les plus polluants, ils les envoient directement dans la mer. Et pour nous les pêcheurs, c'est une catastrophe écologique. Il n'y a presque plus de poissons, on n'a plus de travail. Très peu de gens osent parler de ce qu'il se passe sur les chantiers. C'est très dangereux pour les ouvriers. Il y a des accidents tout le temps, des morts et des blessés. Je m'appelle Mohamed Sadjib et je veux que le monde entier sache ce qu'il se passe dans mon pays. Il nous emmène avec Badrou Chodouri, un syndicaliste qui défend les ouvriers locaux. Il se bat pour eux depuis des années, pour ces hommes qui font l'un des métiers les plus dangereux du monde. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents, des ouvriers qui meurent. Et ils veulent absolument cacher tout ça au public. C'est une honte. C'est de l'esclavage moderne. Et si vous voulez filmer sur la plage, ou si vous voulez parler à des ouvriers, eh bien vous ne pourrez pas. Il y a beaucoup de gardes. Ils surveillent tous ceux qui s'approchent des chantiers. On se croirait dans un film de science-fiction. Ces énormes sphères, échouées sur la plage, ce sont les restes de cuves qui ont servi à transporter du gaz naturel liquéfié. Des monstres d'acier, découpés par des petites mains, avec de simples chalumeaux. Nous apercevons deux ouvriers, pendus dans le vide, à 15 mètres du sol, sur ce qui était un morceau de coque de bateau. Ils risquent leur vie, pour 4 € par jour. Les pays qui envoient leurs bateaux ici devraient prendre leurs responsabilités. Il faut qu'ils sachent dans quelles conditions ils sont déconstruits. Et ici, il y a des navires de partout, de l'Europe jusqu'à la Chine, d'absolument partout dans le monde. On a bien cherché. À première vue, aucun bateau ne semble venir d'Europe. Mais il faut regarder de plus près. Celui-là, par exemple, le Shiny. Ce cargo vient de changer de nom. Regardez les traces de peinture. Nous avons décidé de nous intéresser de plus près à son histoire. C'est un bateau qu'on a vu passer dans le port de Dunkerque. À l'époque, il arborait un drapeau belge. La Belgique interdit qu'on envoie des bateaux se faire démanteler dans des pays qui ne respectent pas les normes environnementales. Mais depuis, il a changé plusieurs fois de pavillon. Il y a moins d'1 an, ils ont grossièrement repeint le nom de la ville inscrit à l'arrière. Basse-Terre ? À votre avis, c'est la capitale de quel pays? L'un des États les moins connus de la planète, un îlot, Saint-Christophe et Nieves. Paradis fiscal, au-dessus de la Guadeloupe. Et voilà, le tour est joué. Le bateau peut partir au Bangladesh. Vous voyez cet autre navire? Cet immense tanker rouge et noir, en train d'être découpé en morceaux? Il appartenait il y a encore 2 ans à une société française, Perenco, une compagnie pétrolière. On les a contactés. Ils nous expliquent avoir revendu le bateau à une société singapourienne, sans savoir qu'il allait être démantelé. Il a pourtant bien fini ici, dans ce cimetière. D'ailleurs, on est là depuis trop longtemps. La sécurité du chantier vient de repérer notre drone. Une embarcation se dirige vers nous, à toute vitesse. Des employés du chantier, en casque et tenue orange, sautent sur notre bateau. Hey, arrêtez ce bateau. Allô, il y a 2 Bangladais et 2 étrangers. Ramenez-nous plus de monde, sinon ils vont partir. Oui, ils ont filmé le chantier. Ils veulent récupérer nos images de drone. Cet employé appelle ses supérieurs. Il s'accroche à notre bateau pour nous empêcher de partir. Attrape la corde, attrape, je te dis. Nous sommes en train de gagner du temps, quand un petit miracle se produit. Une autre embarcation arrive à notre hauteur. C'est un dignitaire local qui a vu notre altercation et décide d'intervenir en envoyant son garde armé sur notre bateau. C'est un quiproquo. Il nous prend pour des touristes occidentaux en train de se faire agresser.
Pourquoi tu parles mal à tout le monde? Qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi partir, c'est notre patron qui nous a dit de les arrêter. L'employé du chantier est sorti manu militari de notre bateau. Nous profitons de la confusion pour redémarrer le moteur et partons au plus vite, mettre nos images à l'abri. Nous avons maintenant la preuve que d'anciens bateaux européens finissent leur vie ici, après avoir changé de pavillon. La marine marchande provoque un autre type de pollution, moins visible. Nous allons nous en rendre compte à Marseille, où des habitants suffoquent depuis de longues années. Parmi eux, Elisabeth Pelliccio a décidé de se battre. Avec mon dos, je peux pas me coucher parce qu'après je me relève plus. Vous m'aiderez les filles. Allez, hop. Elle dénonce l'impact des fumées des navires qui lui empoisonnent la vie. Moi, je suis pas tout à fait morte, voilà, c'est ça que ça va dire. Ma chérie. La métropole marseillaise, par l'intensité du trafic maritime, souffre des polluants dégagés par les navires. Le droit de respirer est un droit fondamental. Bravo. Maintenant, ça suffit, quoi. Il faut que ça s'arrête. Elisabeth habite près de l'Estac, au-dessus du port historique des Quartiers Nord. Avec sa voisine, elles sont vent debout contre les bateaux. Sous leurs fenêtres, en plus des ferries et des navires de croisière, le nombre de porte-conteneurs explose. Tu te rends compte les monstres que c'est, ça? Voilà. T'as vu tous les containers qu'ils ont foutus maintenant? Elle s'inquiète du projet d'agrandissement de ce terminal. Vous la sentez avec le Mistral? Vous sentez toute cette fumée? Oh putain. Ouais. Elisabeth a décidé de faire elle-même des analyses. Elle nous emmène sur sa terrasse, face à la fumée des navires. Nous avons acheté un capteur. Voilà. Il est ici. Une dizaine d'habitants ont installé des appareils similaires dans le quartier. Ils peuvent voir en direct les taux de gaz polluants, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote. Alors, les containers, ils sont ici, sur le bord. Vous voyez, il y a à peu près 1 kilomètre ici. Et nous, les habitants, on est juste de l'autre côté de la rue. Alors, je clique sur mon capteur. Donc, vous voyez tous les pics qu'il y a quand les bateaux rentrent, manœuvrent ou qui passent simplement. Hein. Par exemple, la moyenne ici, elle est à 20. On a quelquefois 150, 200. Et donc, tout ça, on le respire, effectivement. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Le monde idéal, on fait sauter tous les bateaux. Il n'y en a plus un qui rentre. Elle est un peu extrémiste, mon amie. Pourquoi ces bateaux polluent autant? D'où vient la fumée noire qui sort de ces cheminées? Pour répondre à ces questions, direction l'autre bout de la France, au cap Grinet, dans le Pas-de-Calais. Nous rejoignons les militaires qui contrôlent les émissions des navires de commerce. Rapidement, je vérifie tout. Martin Blanchard et son équipe ont reçu un tout nouveau drone, à plus de 300 000 €. On va contrôler plusieurs navires en allant dans leur fumée. On va viser justement à voir si on n'a pas un navire qui, pour des raisons d'économie, va prendre un carburant plus polluant. Le drone dispose d'une perche électrochimique pour analyser la fumée et d'une caméra de précision qui permet de voir à plusieurs kilomètres. La cabine de pilotage, ils l'ont installée dans un conteneur recyclé. Tout est en règle. On va pouvoir décoller. Parfait. On est prêt. Aujourd'hui, ce sont des pilotes norvégiens qui vont assurer ce vol de haute précision au-dessus de la Manche. Ils vont lancer le drone pendant plusieurs heures. Décollage manuel. Et OK. Nous allons quitter la côte. Passage en mode automatique. Donc on est à 3 km et on a quand même une très bonne vision de ce navire.
Ça ressemble beaucoup à un cargo classique, celui-ci, sous pavillon Panama. On peut voir qu'il y a quelques traces de rouille. C'est déjà plutôt mauvais signe. Donc pour nous, c'est un bon client. On va aller le contrôler. Alors là, on approche de la phase critique, qui est la phase d'approche, avec une reprise des commandes en manuel. Ce qu'ils cherchent dans la fumée, c'est du dioxyde de soufre. Un gaz toxique, très réglementé, dégagé par les bateaux. Il y en a plus ou moins, en fonction du carburant qu'ils utilisent. On essaye de s'aligner avec le gaz d'échappement. Il faut rester dans la fumée. Là, on est à 100 mètres à peu près. Et il faut qu'on reste bien dans la fumée pendant plusieurs minutes pour prendre une bonne mesure. Le verdict tombe. Il y a trop de soufre. L'équipe transmet l'information et le cargo sera attendu à son port d'arrivée, en Allemagne. Les autorités vérifieront quel carburant il utilise. Les navires sont de plus en plus grands, les escales sont assez courtes, et donc il est très important de maximiser l'efficacité de ces contrôles avant l'arrivée au port. C'est le tout début de ces contrôles. Une centaine de navires suspects ont été identifiés depuis cet été. En France, la peine encourue pour ce type d'infraction est d'1 an d'emprisonnement et 200 000 € d'amende. Pour voir à quoi ressemblent les carburants des navires, on a fait appel à 2 militantes. Elles se battent pour des modes de transport plus propres. C'est ça le fameux fuel. Ça, c'est du fuel lourd. Ouais. C'est ce qui est encore utilisé à bord d'énormément de porte-conteneurs. Donc on va l'ouvrir pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ouf. Ah. Ça sent fort, hein. On dirait vraiment limite de la pâte à modeler ou de la colle. Ah ouais, c'est vraiment, ça porte bien son nom, le fuel lourd. Pendant longtemps, cette substance gluante était considérée comme un déchet. Voilà comment il est fabriqué. Une fois qu'on a pompé du pétrole brut, on le chauffe pour le faire bouillir et séparer les différentes molécules. Il passe dans une tour de distillation. En haut, on récupère de quoi faire du plastique. En dessous, de l'essence pour la voiture, du kérosène pour les avions, du diesel, du fuel pour la maison. Et tout en bas, le résidu de la distillation, le fuel lourd. Il est visqueux, collant. Accessoirement, c'est le moins cher. Il finira dans les bateaux ou en bitume, sur la route. Donc finalement, ça a l'avantage d'être une énergie très peu chère. Il faut savoir aussi que le fuel aujourd'hui n'est pas taxé. Il n'y a pas de taxe là-dessus. Il y en a sur l'essence, mais il n'y en a pas là-dessus. Sur tout type de carburant maritime, il n'y a pas de taxe. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu très concurrentiel, qui est international par nature. Donc un peu pour protéger les armateurs, on a décidé de ne pas taxer leur énergie en Europe. Un gros porte-conteneur, il consomme quelle quantité de fuel par jour ? Bah tu vois, ça c'est au moins 150 tonnes par jour, par bateau. 150 tonnes par jour ? C'est énorme. On ne pourra jamais décarboner les transports maritimes si on continue avec un truc pareil, quoi. C'est le plus sale des carburants qui existent. Ce carburant sale, on le retrouve parfois sur nos plages. C'est arrivé il y a quelques mois, sur la côte d'Opale. Tout ça, c'est des boulettes. Du fuel à l'état pur. Donc vous voyez, ça reste collé au sable. Donc là, vous voyez, celle-là, elle est assez conséquente. Voilà ce qu'on va ramasser toute la journée. Vous pouvez voir, il y en a de là jusqu'à là-bas. Il va falloir plusieurs jours pour ramasser les 500 kilos de mazout, éparpillés sur 30 km. Apparemment, il y aurait un bateau au large récemment qui est passé et qui a dégazé le fond de sa cuve, en fait. Donc tout le pétrole qui lui est resté, il a tout foutu à la mer. Le dégazage en mer est interdit. Les bateaux sont obligés de nettoyer leurs cuves dans des stations spécialisées, dans les ports. Mais ça prend du temps. Et ça coûte évidemment beaucoup plus cher. Les plus gros armateurs nous promettent un monde meilleur. Un monde sans fuel lourd. Le géant français CMA-CGM vient de lancer une flotte entière à la coque peinte en vert, où il est écrit « propulsé au GNL », le gaz naturel liquéfié.
On a bien entendu voulu visiter ces bateaux qui sentent bon l'écologie, mais on nous a répondu que c'était impossible. Alors on a décidé d'aller à leur rencontre en mer, avec nos 2 militantes. C'est un gros porte-container? Ah oui, ça fait au moins 400 mètres de long. Donc on peut pas le rater a priori? A priori, non. Allez, c'est parti. Le cargo géant est parti de Chine, il y a près d'1 mois. Il est censé arriver au large de Dunkerque dans la matinée. Bon, il y a pas mal de mer, donc on avance pas très rapidement. Il y a des belles vagues, mais on devrait arriver juste à temps pour l'entrée du porte-container dans le port. Si tout va bien. N'est-ce pas, capitaine? Nous sommes restés 4 heures en mer pour l'attendre. Au creux des vagues. On a vu le jour se lever, et en milieu de matinée, on l'aperçoit enfin. Le voilà. C'est celui-là, non? Ouais, c'est ça, exactement. Il est énorme, hein? Ouais, il est gigantesque. Ça sent tout petit à côté, hein? Devant nous se dresse le CMA-CGM Montmartre. 400 mètres de long. Si on le mettait à la verticale, il serait bien plus haut que la Tour Eiffel. On voit très bien, écrit sur la coque en gros, propulsé au gaz naturel liquéfié. Ouais, on le voit à l'arrière et à l'avant. C'est écrit en gros, hein, ils en sont fiers. Ouais, ils en sont fiers et c'est vraiment un argument vendeur pour eux d'un point de vue climatique. Nous sommes venus jusqu'ici pour vérifier si ce bateau est aussi écologique qu'il en a l'air. On va essayer de filmer? Nos militantes sont venues avec un expert et sa caméra thermique, équipée d'un filtre spécial pour analyser ce qui sort des cheminées. Et ils voient un peu de gaz qui sort. Il y a donc des fuites, tu vois. Et donc du gaz qui n'est pas brûlé et qui est rejeté dans l'atmosphère. C'est ça, exactement. Ce que l'expert voit avec sa caméra, c'est ce petit nuage. Pour lui, ce serait une fuite de méthane. Et donc, une mauvaise nouvelle pour l'environnement. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 80 fois pire que le CO2. Donc en gros, ça réchauffe la planète à fond. Donc c'est un énorme problème. Bon, le GNL a quand même quelques avantages. Il n'émet pas de dioxyde de soufre et bien moins de particules fines que le fioul lourd. En revanche, le GNL émet toujours des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? C'est de la publicité mensongère, clairement. Des sociétés comme CMA, CGM, ils ont les moyens de changer les choses. Ils ont fait des profits astronomiques en quelques années. C'est la plus grosse société française, le plus gros armateur du pays. Ils pourraient donner la voie pour quand même la transition énergétique, écologique dans le transport maritime. On voit bien que c'est pas le cas, en fait. Nous décidons d'appeler CMA-CGM. Ils ne savent pas que nous enregistrons. Et nous découvrons qu'ils sont au courant de ce problème. Sur les fuites de méthane, vous avez des chiffres? Oui, tout à fait, je peux vous les envoyer si vous voulez par message, par mail. Là, je ne sais pas ce que je dis, mais je peux vous les envoyer tout à fait. Ok, d'accord. Le groupe assure chercher une solution pour limiter ces fuites. Et au fil de notre conversation, nous allons prendre conscience qu'il n'y a pas que du GNL dans ce bateau. Il y a une deuxième cuve. Je disais que c'était des dual fuel, c'est-à-dire que vous avez une cuve au GNL, donc il est propulsé au gaz naturel liquéfié, mais il y a également du fuel traditionnel dans le bateau, voilà. Donc il utilise aussi du fuel. Oui, tout à fait. Ils utilisent du fuel officiellement pour certaines manœuvres seulement. Mais c'est aussi très pratique quand le prix du gaz est très élevé, comme en ce moment. Les navires au GNL peuvent se propulser majoritairement au fuel. Alors comment réduire la pollution du transport maritime dès aujourd'hui? Certains pensent que le futur, ce serait de repartir 150 ans en arrière. Réutiliser une énergie gratuite et abondante. Le vent. Ce bateau qui file sur l'eau, c'est un prototype à toute petite échelle, équipé d'une voile bleue qui a nécessité 6 ans de développement. Elle n'est pas tout à fait classique, elle est rigide. Petite démonstration sur le port.
Vas-y, Paul, tu peux affaler. Mets-toi bout au vent et affale. Elle se déplie comme un accordéon. Vous voyez, ça se déplie. Le hissage est entièrement automatisé. Il suffit d'appuyer sur un bouton et la voile se met à l'angle le plus favorable. Là, on y est. Nous avons vu le prototype. Voilà le projet à taille réelle, conçu pour les gros navires. Un mât de 70 mètres. Il vient de sortir de l'atelier. C'est une belle pièce. On a beau l'avoir suivi la construction et toute la conception depuis le départ, dès que c'est en vrai, ça fait plus gros que sur les plans. Équipé avec des mâts gigantesques comme celui-ci, un porte-conteneur réduira sa consommation de plus de 20%, voire beaucoup plus, s'il accepte de dévier sa route pour suivre le vent. Et si demain, il y a des petites filles et des petits garçons qui peuvent dessiner sur leur cahier d'école des grands bateaux avec des voiles, on sera content. Des solutions commencent à émerger. Avec ces cargos à voile, la livraison pourra prendre un peu plus de temps. À nous d'accepter de recevoir des colis un peu moins rapidement. Et surtout, d'importer moins de produits de l'autre bout du monde. Il faut aussi imposer des règles internationales pour obliger le secteur du transport maritime à respecter l'environnement.